Mes parents ont co-signé le prêt automobile de 80 000 € de mon frère, sans aucune hésitation. Quand j'ai demandé 2 000 € pour garder l'électricité chez moi, papa a dit, tu dois apprendre l'indépendance. Je n'ai pas discuté. J'ai juste arrêté d'appeler. 6 mois plus tard, ils ont eu besoin d'une faveur. J'ai simplement répondu, j'ai appris l'indépendance. Je m'appelle Marc, j'ai 32 ans. Et je pensais que l'expression « le sang est plus épais que l'eau » signifiait quelque chose. Il s'avère que cela veut juste dire que le sang fait plus de dégâts, quand il coule sur le sol. Métaphoriquement parlant, bien sûr. Je ne suis pas un gars violent. Je suis le genre de gars qui s'excuse auprès des meubles, quand il se cogne dedans. Mais ce que mes parents ont fait au cours de ces 3 dernières années m'a transformé. Je suis passé d'un fils docile, cherchant toujours à plaire comme un golden retriever, à quelqu'un qui a appris la leçon la plus importante de sa vie. Parfois, les personnes qui sont censées vous aimer le plus, sont celles qui vous apprennent à vous aimer le moins. Laissez-moi revenir en arrière, pour vous donner une vue d'ensemble. J'ai grandi à Crestwood, une banlieue de taille moyenne en périphérie de Louisville, dans le Kentucky. C'est le genre d'endroit où tout le monde connaît vos affaires avant vous, et où il y a une église à chaque coin de rue, luttant pour attirer la foule du dimanche. Mes parents, Jean et Loretta, ont eu 2 garçons. Il y avait moi, l'aîné, et puis mon petit frère, Sutton. Ouais, Sutton. Ma mère l'a nommé d'après un personnage d'un feuilleton, dont elle était obsédée quand elle était enceinte. Et honnêtement, ce nom lui allait à merveille. Car cet enfant a vécu toute sa vie comme s'il jouait dans une série dramatique, où il est toujours le héros, et où tous les autres ne sont que des personnages secondaires. En grandissant, Sutton était l'enfant prodige. Et je ne dis pas ça de manière vague, du genre « oh, mes parents l'aimaient un peu plus ». Je le dis de manière concrète, mesurable, le genre de choses que l'on pourrait tracer sur un graphique. Quand Sutton jouait au baseball, nos parents étaient à chaque match, même ceux à l'extérieur, à 2 heures de route. Quand je faisais du cross-country, ma mère m'a un jour demandé « Comment s'est passé ton petit footing ?» Alors que je rentrais à la maison avec une médaille de la 2e place aux championnats régionaux. Celle-là m'est restée en travers de la gorge. Écoutez, je ne vais pas m'asseoir ici et prétendre que j'étais un ange en grandissant. J'étais un gamin discret, avec des notes moyennes, rien d'extravagant. Je ne réclamais pas d'attention, et je ne causais pas de problème. Mais dans ma famille, apparemment, c'étaient les mauvaises qualités à avoir. Sutton était bruyant, charmant, et il avait toujours un nouveau projet en cours, qui nécessitait d'être financé, célébré ou secouru. Au moment où nous avons tous les 2 terminé le lycée, le schéma était déjà bien établi. Sutton recevait de l'enthousiasme et un carnet de chèques. Moi, j'avais droit à une tape dans le dos, et à un « tu vas te débrouiller ». Quand j'ai eu 18 ans, j'ai déménagé. Pas de cérémonie, pas de vrais adieux larmoyants. J'ai emballé mes affaires à l'arrière d'une Honda Civic cabossée, que j'avais acheté avec l'argent gagné en emballant des courses. Et j'ai conduit jusqu'à un appartement d'une chambre, à 20 minutes à l'autre bout de la ville. Je me souviens de mon père, debout dans l'allée, les bras croisés, et ses mots de départ ont été « c'est bien. Un homme doit voler de ses propres ailes ». J'avais 18 ans. Sutton en avait 16 à l'époque, et il venait de recevoir un tout nouvel ordinateur portable, parce qu'il disait en avoir besoin pour l'école. De mon côté, je partageais l'ordinateur familial qui tournait encore sous Windows XP. Mais bien sûr, papa. L'indépendance. Je me suis arraché à la tâche pendant la décennie suivante. Je vous parle de vrai travail acharné. Je travaillais à temps plein dans un entrepôt, tout en suivant des cours du soir au collège communautaire. Il m'a fallu 4 ans pour obtenir un diplôme de 2 ans, parce que je ne pouvais me payer que quelques cours à la fois. Personne ne m'a aidé. Pas d'argent pour les frais de scolarité, pas de courses déposées à ma porte. Pas de « tiens, voici 100 balles pour t'aider à payer le loyer ». Je ne l'ai pas demandé non plus, car à ce moment-là, j'avais intériorisé le message « Marc gère les choses par lui-même ». Pendant ce temps, Sutton se la coulait douce dans une université d'État, que mes parents aidaient à payer. Pas entièrement, mais suffisamment pour qu'il obtienne son diplôme avec un minimum de dette, et un diplôme en commerce qu'il n'a jamais vraiment utilisé. Après l'université, il a papillonné, travaillant dans un concessionnaire automobile pendant un certain temps, puis a essayé de lancer une entreprise de paysagisme, qui a duré environ 4 mois avant qu'il ne s'ennuie. Chaque fois que quelque chose ne fonctionnait pas,
maman et papa étaient là, avec un filet de sécurité et un discours d'encouragement. Quand son équipement de paysagiste a été saisi, parce qu'il avait oublié d'effectuer les paiements, papa l'a tiré d'affaire. Quand il a rompu son bail pour s'installer avec une petite amie, et qu'il a été frappé par des frais de résiliation anticipés, maman a tout couvert. Cet homme avait un airbag financier, pour chaque accident qu'il provoquait. Je veux être clair sur une chose. Je n'étais pas jaloux de l'argent en lui-même. Enfin, bien sûr, ça aurait été sympa, mais ce qui me rongeait vraiment, c'était le principe. Le message que cela envoyait. Sutton valait la peine qu'on investisse en lui. Sutton valait la peine d'être protégé. Mark, lui, était livré à lui-même, parce que Mark avait besoin d'apprendre. Avance rapide jusqu'à mes 29 ans. J'avais réussi à décrocher un travail décent, en tant que coordinateur logistique pour une entreprise de transport régional. Rien de glamour, mais un travail honnête, avec des avantages sociaux et un salaire régulier. Je sortais avec une femme nommée Jolene, qui était, sans l'ombre d'un doute, la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Jolene était hygiéniste dentaire. Elle avait un rire qui pouvait remplir une pièce, et ce genre d'attitude pragmatique, qui me gardait les pieds sur terre quand je commençais à perdre pied. Nous étions ensemble depuis environ 1 an, et les choses étaient solides. Puis, l'entreprise de transport a traversé une mauvaise passe. Des contrats sont tombés à l'eau, et ils ont procédé à une vague de licenciements. Devinez qui était juste assez junior, pour se retrouver sur la sellette. Exactement. Un vendredi après-midi, mon manager m'a convoqué. Il s'est excusé environ 6 fois, et m'a remis un dossier contenant mes informations de licenciement, 2 semaines de salaire, et une poignée de main. J'ai essayé de ne pas paniquer. J'avais quelques économies, mais pas grand-chose. Le loyer était dû, les factures s'accumulaient, et ma voiture avait besoin d'une réparation que je repoussais sans cesse. Jolene a proposé de m'aider, mais elle arrivait à peine à garder la tête hors de l'eau, avec ses propres prêts étudiants. J'ai passé 3 semaines à postuler à tous les emplois que je pouvais trouver. Mais le marché était sec, et mon téléphone ne sonnait pas. C'est là que les choses sont devenues assez serrées, pour que je ravale ma fierté, et fasse quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai appelé mon père. Pas pour demander la charité. Pas pour un cadeau. J'avais besoin de 2000 €, pour couvrir ma facture d'électricité et 1 mois de loyer, le temps de me remettre sur pied. Je lui ai dit que je le rembourserais dans les 90 jours. 2000 €. C'était tout. Le silence à l'autre bout du fil a duré environ 5 secondes, mais m'a paru durer 5 minutes. Puis, mon père a soupiré, de cette manière qu'il avait toujours quand je le décevais, ce qui arrivait apparemment souvent. Il a dit, « Mark, je t'aime, mais tu dois apprendre l'indépendance. Si je te tire d'affaire maintenant, tu n'apprendras jamais à gérer les choses par toi-même. » J'avais 29 ans. Je gérais les choses par moi-même depuis l'âge de 18 ans. Mais bien sûr, papa. L'indépendance. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai juste dit, d'accord. Et j'ai raccroché. Je me suis assis sur le bord de mon lit, dans mon appartement plongé dans le noir, car j'avais déjà commencé à rationner l'électricité. J'ai fixé le mur pendant un long moment. Jolene m'a trouvé comme ça, quand elle est venue après le travail. Elle n'a rien dit au début. Elle s'est juste assise à côté de moi, a posé sa main sur mon genou, et a attendu. Voici le pire. La partie qui a transformé cela d'une simple tristesse, en une rage absolument exaspérante. Environ 3 semaines avant que je ne passe cet appel, ma mère avait publié sur les réseaux sociaux, à quel point elle était fière de Sutton pour son nouveau véhicule. J'avais fait défiler la publication au début, sans y prêter beaucoup d'attention. Mais après le petit discours de mon père sur l'indépendance, je suis retourné regarder plus attentivement. Sutton avait eu une voiture flambant neuve. Et je ne parle pas d'une berline raisonnable. Je parle d'un pick-up de 80 000 €, toutes options. Le genre d'engin qui semble avoir été conçu, pour quelqu'un qui veut que tout le monde à la station-service sache qu'il a de l'argent. Ce truc faisait probablement du 20 litres au 100, dans ses bons jours. Et comment Sutton, qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 18 mois, et dont la cote de crédit tenait probablement avec du ruban adhésif et des prières, avait-il réussi à faire approuver un prêt pour un véhicule de 80 000 €? Mes parents avaient co-signé le prêt sans hésiter. Sans une leçon de morale sur l'indépendance.
sans une seule syllabe sur le fait d'apprendre à voler de ses propres ailes. 80 000 € de risque financier pour le jouet de Sutton. Mais 2 000 € pour garder mon électricité allumée, ça nécessitait une leçon de caractère. Quelque chose a basculé en moi ce soir-là. Quelque chose de silencieux et de permanent. Je n'ai pas fait de déclaration dramatique, ni envoyé de textos furieux. J'ai juste arrêté d'appeler. La première semaine de silence a été facile. La deuxième semaine, je me suis surpris à tendre la main vers mon téléphone quelques fois, par habitude. Comme on gratte une démangeaison, qui n'est plus vraiment là. À la troisième semaine, quelque chose d'intéressant s'est produit. Personne ne l'a remarqué. Mes parents n'ont pas appelé pour prendre de mes nouvelles. Pas de SMS de ma mère pour me demander comment j'allais. Pas de message, je pense à toi. Rien. 3 semaines entières. Et la seule personne de ma famille qui m'a contacté, a été ma cousine Pépère. Et ce n'était que parce qu'elle avait besoin d'une recommandation, pour une entreprise de déménagement. Ce silence m'en a dit plus long, que n'importe quelle conversation. Quand c'était moi qui faisais l'effort, appelant tous les dimanches, me pointant aux barbecues familiaux, envoyant des cartes d'anniversaire. On avait l'air d'avoir une relation. Au moment où j'ai arrêté de ramer, le bateau n'a plus bougé. J'avais été le moteur pendant tout ce temps. Et personne n'a même remarqué, quand le moteur s'est éteint. Pendant cette période, les choses à la maison ont empiré avant de s'améliorer. Mon électricité a effectivement été coupée, pendant 4 jours. 4 jours fin octobre. Ce qui, dans le Kentucky, signifie qu'il fait assez froid pour être misérable, mais pas assez froid pour que quiconque pense que c'est une urgence. Jolene m'a pratiquement fait emménager dans son appartement pendant cette période, même si elle avait un studio à peine assez grand pour une seule personne. Nous avons dormi sur un canapé convertible, avec une barre au milieu, qui m'a laissé un bleu sur les côtes. Et je me souviens être allongé là, dans le noir, en pensant, mes parents dorment dans une maison de 4 chambres en ce moment. Ils ne savent même pas que je n'ai plus de courant. Et s'ils le savaient, ils s'en ficheraient. Cette pensée aurait dû me rendre triste. Et honnêtement, une partie de moi l'était. Mais une plus grande partie m'a mis en colère. Pas le genre de colère brûlante et explosive. Le genre froid. Le genre qui s'installe dans vos os, et devient un carburant. J'ai pris des petits boulots, livraison, chauffeur, déménagement de meubles pour des gens sur des forums en ligne. J'ai même aidé un gars à installer une clôture, un week-end. Jolene et moi avons rassemblé ce que nous pouvions, et j'ai remis le courant. C'était juste. Terriblement juste. Mais on s'en est sorti. Chaque centime que j'ai gratté pendant cette période semblait avoir du poids. Comme si je construisais quelque chose à partir de rien. Ce qui, je suppose, était le cas. Environ 6 semaines après le début de mon silence, ma mère a fini par envoyer un texto. Pas pour me demander comment j'allais. Pas pour vérifier si j'étais en vie. Elle m'a écrit pour me dire que Tanson, la petite amie de Sutton, lui organisait une fête d'anniversaire surprise. Et je devais y être. Pas, nous adorerions que tu viennes. Pas, ça signifierait beaucoup. Je devais y être, comme s'il s'agissait d'une obligation que j'avais négligée. J'ai fixé ce message pendant une bonne minute. Puis j'ai tapé en retour, je ne peux pas m'arranger. Je ne travaillais pas ce jour-là. Je ne voulais tout simplement pas y aller, pour regarder ma famille s'extasier devant Sutton, pendant que je ferais semblant que tout allait bien. Ma mère a répondu, tu as toujours une excuse, Marc. Ton frère remarque quand tu n'es pas là. J'ai failli rire à haute voix en lisant ça. Sutton remarquait mon absence de la même manière qu'on remarque un coussin manquant. Vaguement, brièvement, et seulement parce que quelqu'un l'avait fait remarquer. Je n'ai pas répondu après ça. Mais cet échange a dû allumer quelque chose chez ma mère, car 2 jours plus tard, elle a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. J'ai encore laissé sonner. Au 3e appel, j'ai décroché. Principalement parce que je craignais que si je ne le faisais pas, elle finirait par débarquer chez moi, et je n'étais pas prêt pour cette comédie. Marc-Anthony Callaway, pourquoi ignores-tu ta mère? Mon nom complet à l'état civil. C'est comme ça que j'ai su qu'elle se préparait pour un voyage de culpabilisation aux proportions épiques. J'ai gardé une voix neutre. Je ne t'ignore pas, maman. J'ai été occupé. Occupé à quoi?
Tu ne peux pas consacrer un après-midi à l'anniversaire de ton frère? Il était blessé, Marc. Il a demandé où tu étais. Je travaillais. Je n'ai pas développé. Je n'avais pas l'impression de lui devoir une explication. Tu sais, ton père et moi avons toujours essayé de vous traiter sur un pied d'égalité, vous les garçons. Elle a vraiment dit ça, sans la moindre trace d'ironie. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, et je l'ai regardé, comme s'il venait de m'insulter. Ce qui, je suppose, était le cas à travers elle. Mais tu rends les choses difficiles quand tu t'éloignes comme ça. La famille est censée être là, les uns pour les autres. C'était la phrase qui a failli me briser. La famille est censée être là, les uns pour les autres. J'avais envie de hurler. Je voulais dire, où était la famille, quand on m'a coupé l'électricité? Où était la famille, quand j'ai demandé 2000 € et que j'ai reçu une leçon de morale? Où était la famille, quand Sutton a eu 80 000 € de garantie, pendant que moi, j'ai eu une tonalité occupée et une leçon de vie? Mais je n'ai rien dit de tout ça. Parce que je savais avec une certitude absolue que ça ne changerait rien. Elle ne l'entendrait pas. Elle dévierait, expliquerait, recadrerait. Et d'une manière ou d'une autre, je finirais par m'excuser de l'avoir fait se sentir mal. Alors à la place, j'ai juste dit, tu as raison, maman. La famille devrait être là, les uns pour les autres. Et j'ai raccroché. Elle a rappelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un long paragraphe qui commençait par « Je ne sais pas ce qui te prend » et qui se terminait par « Nous t'avons mieux élevé que ça ». Je l'ai lu une fois, j'ai senti ma mâchoire se crisper, et j'ai rangé mon téléphone dans un tiroir. Jolène m'observait depuis la cuisine, avec ce regard qu'elle a quand elle choisit soigneusement ses mots. Elle n'est pas du genre à vous dire ce que vous voulez entendre. Elle est du genre à vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, puis à vous faire un croque-monsieur pendant que vous digérez l'information. Ça va, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Mais je pense que ça va aller. Bonne réponse. Elle a fait glisser une assiette sur le comptoir. Croque-monsieur. Je vous l'avais dit. 2 semaines après cet appel, c'était Thanksgiving. Ou plutôt, Thanksgiving a eu lieu pour la famille Callaway, et je n'en faisais pas partie. Ma mère a envoyé un message de groupe à la famille élargie, concernant l'organisation du dîner. J'étais inclus dans la boucle. Je n'ai pas répondu. Le jour venu, Jolène et moi avons organisé notre propre petit Thanksgiving, dans son appartement. Elle a fait rôtir un poulet, parce que nous n'avions pas les moyens d'acheter une dinde. Et nous avons regardé le football, en mangeant une tarte achetée à la boulangerie du supermarché. Et honnêtement, ce fut l'un des meilleurs Thanksgiving que j'ai jamais eu. Pas besoin de marcher sur des œufs. Pas besoin de regarder Sutton tenir la cour en bout de table, pendant que mon père le regardait comme s'il avait inventé le feu. Juste moi et Jolène, et un poulet légèrement trop cuit, mais fait avec amour. Ma mère a envoyé un texto ce soir-là. Tu nous as manqué aujourd'hui. Ton père te passe le bonjour. Je suis sûr que non, mais passons. J'ai répondu par un simple, joyeux Thanksgiving, et j'en suis resté là. Le problème quand on coupe les ponts, ou qu'on réduit les contacts comme dans mon cas, c'est qu'au début, on ne se sent pas puissant. On se sent seul. C'est comme si on était celui qui est puni, même si c'est nous qui avons été lésés. Il y a eu des nuits où j'ai pris mon téléphone, et j'ai failli appeler mon père. Pas parce que je lui pardonnais, mais parce que le silence était si lourd, qu'il pesait sur ma poitrine. J'ai grandi dans cette maison. Ces gens sont cousus dans mes plus anciens souvenirs. Les couper de ma vie, ce n'était pas comme enlever une écharde. C'était comme essayer de m'arracher une côte. Mais chaque fois que je ressentais cette attirance, je me rappelais être assis seul, dans mon appartement sombre, pendant que mes parents dormaient à poings fermés. Tout en sachant que leur fils de 30 ans n'aurait peut-être pas de chauffage cette semaine-là. Et cette envie disparaissait, remplacée par ce carburant froid et silencieux. Noël est arrivé, et je ne suis pas rentré à la maison pour ça non plus. Ma mère a appelé le matin de Noël. J'ai répondu, parce que c'était Noël, et que je ne suis pas un monstre. Elle a pleuré. Elle m'a demandé ce qu'elle avait fait de mal. Elle a dit que je manquais à Sutton. Elle a dit que mon père était trop fier pour appeler, mais qu'il s'inquiétait. J'ai écouté tout ça. Et quand elle a eu fini, j'ai dit, j'apprécie que tu appelles, maman. Joyeux Noël. C'était tout.
Pas de dispute, pas d'accusation. Pas de porte laissée ouverte, pour qu'elle puisse déformer mes mots en quelque chose qu'elle pourrait utiliser contre moi plus tard. Je pense que cette conversation l'a ébranlée, car elle est restée silencieuse pendant un moment après ça. Mais honnêtement, à ce moment-là, j'avais des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer. Car quelque chose se passait dans ma vie, que je n'avais pas vu venir, et qui allait tout changer. Vous vous souvenez de ces petits boulots que je faisais pour payer mes factures? L'un de ces boulots consistait à aider un type, nommé Harland, à vider le garde-meuble appartenant à son père décédé. Harland avait la cinquantaine. Il était bâti comme un ancien joueur de football américain, avec une barbe blanche, et le genre de poignée de main qui vous donne l'impression de venir de signer un contrat. Il dirigeait une entreprise de logistique et de gestion de flotte de taille moyenne, appelée Ridgeline Opération. Pas énorme, mais solidement rentable, et en pleine croissance. Quand je suis arrivé pour l'aider avec le garde-meuble, je ne savais rien de tout ça. C'était juste un gars sur un forum d'emploi, qui offrait 150 € pour une journée à soulever des charges lourdes. Nous avons passé environ 8 heures ensemble ce jour-là. À déplacer des meubles, trier des cartons, faire des allers-retours au centre de dons. En cours de route, nous avons commencé à discuter. Quand il a découvert que j'avais une formation en logistique, et un diplôme universitaire de 2 ans en gestion de la chaîne d'approvisionnement, il s'est arrêté au milieu de sa phrase. Il a posé la boîte qu'il portait, et m'a regardé comme si je venais de lui dire que je parlais latin. Tu es en train de me dire que tu as une vraie expérience en logistique, et que tu portes des meubles pour 150 €. J'ai haussé les épaules. Le marché du travail est difficile. Il a fouillé dans son portefeuille, a sorti une carte de visite, et a dit « Appelle-moi lundi ». Je ne plaisante pas. Ne m'oblige pas à te traquer. J'ai failli ne pas appeler. C'est ça le truc, quand on est rabaissé depuis si longtemps. Quand quelqu'un vous tend la main, votre premier instinct est de vous demander où est le piège. Mais Jolene a vu cette carte de visite sur ma table de chevet. Elle a pratiquement menacé d'appeler Harland elle-même, si je ne le faisais pas avant midi le lundi. Alors j'ai appelé. 2 semaines plus tard, j'étais assis dans le bureau d'Harland chez Ridgeline Opération, en train de signer des documents pour devenir leur nouveau coordinateur des expéditions. Le salaire ne changeait pas la vie au début. 38 000 par an, plus les avantages. Mais après des mois à survivre avec des petits boulots et des restes de poulet, j'avais l'impression d'avoir gagné au loto. J'avais à nouveau une assurance maladie. J'avais le dépôt direct de mon salaire. J'avais un bureau avec mon nom sur une petite plaque en métal. Que Jolene a photographié, pour en faire le fond d'écran de son téléphone, parce qu'elle disait être agressivement fière de moi. Je me suis jeté à corps perdu dans ce travail, comme s'il me devait de l'argent. J'ai appris chaque itinéraire, le nom de chaque chauffeur, les particularités de chaque client. En 3 mois, Harland m'a promu assistant aux opérations. En 6 mois, je gérais pratiquement la planification quotidienne de la moitié de la flotte. Harland n'était pas du genre à faire de la micro-gestion. C'était le genre de patron, qui vous donnait de la corde, et regardait pour voir si vous alliez y grimper, ou vous pendre avec. J'ai grimpé. Pendant cette période, autre chose s'est produit, qui a son importance dans l'histoire. Jolene et moi nous sommes fiancés. Rien de très sophistiqué. J'ai économisé pendant 2 mois, j'ai acheté une bague chez un bijoutier local, qui m'a fait un prix parce que j'avais aidé son neveu à déménager. Et j'ai fait ma demande un mardi soir, dans sa cuisine, pendant qu'elle préparait des pâtes. Elle a dit oui, avant même que j'aie fini de poser la question. Je crois que ses mots exacts ont été, évidemment, oui. Maintenant lève-toi, avant que la sauce ne brûle. Cette femme est tout mon cœur. Le mariage était petit. Une cérémonie civile au palais de justice, 12 personnes, et une réception dans un restaurant de barbecue que Jolene adorait. Mes parents n'étaient pas invités. J'y avais pensé. Jolene et moi en avions parlé plus d'une fois. Mais en fin de compte, je ne voulais pas passer le jour de mon mariage à gérer leurs émotions. Ni à regarder mon père avoir l'air mal à l'aise, ou à entendre ma mère faire des commentaires passifs-agressifs sur le lieu. Je voulais une journée qui soit à moi, entièrement à moi, sans le poids de leur approbation, ou de leur désapprobation, au-dessus de nos têtes. Ma cousine Pépère est venue, cependant. Elle a amené sa petite amie de là, et une bouteille de champagne bien trop chère pour un restaurant de barbecue. Et elles ont toutes les deux pleuré pendant les vœux, ce qui m'a fait pleurer, ce qui a fait rire Jolene,
ce qui a fait pleurer tout le monde encore plus fort. C'était parfait. La nouvelle est parvenue aux oreilles de mes parents, par le bouche-à-oreille familial. Parce que bien sûr, Crestwood est le genre d'endroit où les nouvelles voyagent plus vite que le son. Ma mère a appelé Pépère, et apparemment, a complètement pété les plombs. Des sanglots, des cris, la totale. Comment a-t-il pu se marier sans nous le dire? Comment a-t-il pu faire ça à sa famille? Pépère, que Dieu la bénisse, a dit à ma mère, que si elle s'était intéressée davantage à la vie de Marc avant le mariage, elle aurait peut-être été au courant. Ma mère lui a raccroché au nez après ça. Mon père m'a envoyé un texto 2 jours plus tard. Il disait, « J'ai appris que tu t'étais marié. Félicitations, je suppose. » Je suppose. 2 mots, qui m'en disaient long sur ma place dans cette famille. Je n'ai pas répondu. Pendant ce temps, chez Ridgeline, les choses continuaient d'avancer. Harland avait la vision d'étendre l'entreprise, vers la livraison du dernier kilomètre pour les clients du e-commerce, qui était en plein boom. Il avait besoin de quelqu'un pour développer cette nouvelle division. Il m'a demandé si j'étais intéressé. Je lui ai dit que j'aurais besoin d'une augmentation, d'une petite équipe, et de 6 mois pour faire mes preuves. Il a ri, m'a serré la main, et a dit, « J'aime les hommes qui connaissent leurs valeurs. Tu en as mis du temps. » Ça m'a fait un effet différent. Pas dans le mauvais sens. Plutôt de la manière, qui m'a fait réaliser que j'avais passé toute ma vie à me sous-évaluer. Parce que les gens qui étaient censés voir ma valeur, ne l'ont jamais vue. Harland l'a vu, en 8 heures à déplacer des cartons. Mes parents n'ont pas pu la voir en 30 ans. J'ai construit cette division de A à Z. J'ai embauché 3 chauffeurs au départ, mis en place des contrats avec des entreprises locales passant à la vente en ligne. Et j'ai créé des modifications de logiciels de routage, qui ont réduit les temps de livraison de 20%. Dès le premier trimestre, la nouvelle division était rentable. Harland m'a donné une prime et un nouveau titre, directeur des opérations, division du dernier kilomètre. J'avais 30 ans, et je dirigeais un département. Pas mal, pour le gamin qui avait besoin d'apprendre l'indépendance. Jolène et moi avons emménagé dans un vrai appartement. 2 chambres, un petit balcon, une cuisine où l'on pouvait ouvrir le four sans cogner le mur d'en face. Nous avons adopté un chien, un bâtard ébouriffé nommé Hector. Il avait l'air d'avoir été assemblé avec des pièces détachées, mais il avait le caractère le plus doux de toutes les créatures vivantes. La vie était, pour la première fois depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, vraiment belle. Pas juste survivre, mais belle. Je mentirais si je disais que je n'ai pas pensé à ma famille, pendant cette période. Je l'ai fait. Surtout tard le soir, quand les choses étaient calmes, et qu'Hector ronflait au pied du lit. Je me demandais ce qu'il faisait. Si le camion de Sutton avait déjà été saisi. Si ma mère avait refait la décoration de la cuisine, comme elle en parlait depuis des années. Si mon père s'asseyait parfois dans son fauteuil inclinable, en repensant à cet appel téléphonique où il avait dit à son fils en difficulté, de se débrouiller tout seul. Mais ces pensées allaient et venaient, comme la météo. Elles ne restaient pas. J'avais Jolène. J'avais Harland, et l'équipe chez Ridgeline. J'avais Pépère, qui prenait régulièrement de mes nouvelles, et qui était devenu plus comme une sœur, que mon propre frère ne l'avait jamais été. J'avais construit une vie, qui n'incluait pas mes parents. Et le plus étrange, c'était à quel point cela semblait naturel. Comme enlever une chaussure qui n'a jamais été à la bonne taille, et réaliser qu'on boitait depuis des années, sans le savoir. Au moment où la partie suivante de cette histoire s'est produite, j'étais en contact zéro, ou presque, avec mes parents depuis environ 1 an et demi. Je les avais vus une fois brièvement, lors de funérailles familiales, où nous avions échangé des hochements de tête polis, et rien de plus. Ma mère avait l'air plus vieille. Mon père avait l'air le même. Sutton n'était pas là. J'ai entendu plus tard que c'était parce qu'il traversait une mauvaise passe. Ce qui, dans le langage de Sutton, pouvait signifier n'importe quoi, d'une rupture à une faillite, en passant par une mauvaise coupe de cheveux. J'étais en paix. J'étais posé. Je construisais quelque chose de vrai. Et puis mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Et tout ce que j'avais construit, allait être testé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. L'appel a eu lieu un mercredi après-midi, en mars. J'étais à mon bureau, en train d'examiner les mesures de livraison, quand mon téléphone a vibré en affichant le numéro de mon père.
Je n'avais pas vu ce numéro s'afficher depuis plus d'1 an. Je l'ai fixé pendant 3 sonneries, puis j'ai décroché. Parce que la curiosité est une chose dangereuse, et qu'apparemment, je n'avais pas encore appris cette leçon. Marc. Sa voix semblait différente, plus faible d'une certaine manière. Comme s'il avait été légèrement dégonflé. C'est ton père. Je sais, papa. L'identification de l'appelant existe. Il y a eu un blanc. Il n'avait pas l'habitude de m'entendre avec ce ton mordant. L'ancien Marc n'aurait pas dit ça. L'ancien Marc aurait dit « Salut papa. Tout va bien ?» Et il aurait immédiatement commencé à absorber ce qui allait suivre. Mais l'ancien Marc a eu l'électricité coupée, pendant que ses parents co-signaient l'achat d'un camion de luxe. Donc, l'ancien Marc avait pris sa retraite. J'appelle parce que nous avons une situation, et j'aurais besoin de ton aide. Il l'a dit avec raideur. De la manière dont vous demanderiez votre chemin à un étranger. Pas de chaleur. Pas de « tu me manques ». Juste de l'utilité. Quel genre de situation? Il a expiré. C'est à propos de Sutton, et de la maison. Il s'avère, et je veux que vous appréciez vraiment l'ironie de la chose, car moi je l'ai certainement fait, Sutton avait fait défaut sur le prêt du camion. Pas juste 1 ou 2 paiements manqués, un défaut total. 6 mois de rien. Il avait perdu son dernier emploi dans une entreprise de location d'équipement, après s'être disputé avec un client. Sa petite amie Tanson l'avait quitté, et il vivait apparemment dans le camion depuis quelques semaines, avant que la banque ne vienne le récupérer. Et puisque mes parents avaient co-signé ce prêt, la banque s'en est prise à eux aussi. 80 000 euros. Mes parents étaient maintenant tenus responsables du solde restant, d'un prêt qu'ils avaient co-signé sans hésitation, pour leur enfant prodige. La banque menaçait de mettre une saisie sur leur maison, s'ils ne réglaient pas la dette ou ne trouvaient pas un arrangement. Le compte de retraite de mon père avait déjà pris un coup, à cause de mauvais investissements l'année précédente. Et le travail à temps partiel de ma mère, au bureau de l'église, ne rapportait pas exactement des 1000 et des 100. Ils étaient, selon ses mots, dans une situation délicate. Je me suis adossé à ma chaise, et j'ai laissé le silence parler pendant 1 minute. Mon père l'a rempli à contre-cœur avec plus de détails. Sutton avait également accumulé des dettes de cartes de crédit, qu'il avait cachées à tout le monde. Quelque chose dans les 20 000 euros. Le camion n'était pas la seule chose avec laquelle il avait été irresponsable. C'était juste la plus grosse. Mes parents avaient déjà vidé leurs économies d'urgence, en essayant d'aider Sutton à couvrir certains minimums de ses cartes de crédit. Et maintenant, le prêt du camion était l'enclume suspendue au-dessus de leur tête. Alors, que me demandes-tu, papa? Je voulais l'entendre le dire. J'avais besoin de l'entendre le dire. Une autre pause. J'entendais ma mère en arrière-plan, murmurant quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. Elle le coachait, probablement. Nous te demandons si tu pourrais nous aider financièrement, juste pour passer ce cap difficile. Ta mère et moi ne pouvons pas perdre la maison, Marc. J'ai laissé ça en suspens un instant. Combien? 15 000, ça nous mettrait à jour sur le prêt, et ça nous ferait gagner du temps, pour négocier un plan de remboursement avec la banque, un 5000 €. L'homme qui m'avait dit que 2000 € forgerait mon caractère, me demandait maintenant 15 000 billets. Tout ça, parce que son fils préféré avait conduit un camion de 80 000 € dans un fossé financier, en les entraînant avec lui. Je n'ai pas réagi au téléphone. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir, et le rappeler. Il a répondu, ne tarde pas trop, Marc. La banque n'est pas patiente. Comme si je ne savais pas à quoi ressemblait la pression financière. Comme si je ne l'avais pas vécu, pendant qu'il regardait ailleurs. Ce soir-là, Jolène et moi étions assis à la table de la cuisine, avec Hector affalé sur le sol entre nous, et j'ai tout déballé. L'appel, le prêt, le montant, et l'ironie si épaisse qu'on pourrait la tartiner sur du pain. Jolène a écouté tout ça sans m'interrompre. C'est comme ça que j'ai su qu'elle prenait la chose au sérieux. Car cette femme a des opinions sur tout, et elle n'est pas du genre timide pour les partager. Quand j'ai eu terminé, elle m'a regardé et a dit. Que veux-tu faire? Je ne sais pas. Si, tu le sais. Tu ne veux simplement pas encore le dire. Elle avait raison. Elle a toujours raison sur les choses qui comptent. Ce que je voulais faire, c'était dire non. Pas par méchanceté, pas par vengeance. Mais parce que dire oui,
signifierait que rien n'avait changé. Cela signifierait que j'étais toujours celui qui donnait, donnait et donnait, pendant que mes parents prenaient, prenaient et prenaient. Seulement maintenant, les montants avaient plus de 0 à la fin. Mais ce n'était pas seulement à propos de moi. C'était à propos de la maison où j'ai grandi. Le couloir où ma taille était marquée au crayon, sur le cadre de la porte. La cuisine où ma mère faisait du pain de maïs tous les dimanches. L'arrière-cour où j'avais appris à lancer un ballon de football avec mon père, avant que Sutton n'arrive, et que tout ne bascule. Cette maison signifiait encore quelque chose pour moi, même si les gens qui l'habitaient m'avaient laissé tomber. J'ai appelé Pépère le lendemain, et je lui ai raconté ce qui se passait. Pépère, qui avait toujours été plus branché sur les ragots de la famille que moi, a comblé certaines lacunes qui me manquaient. Apparemment, Sutton était dans une spirale descendante depuis des mois. La rupture avec Tanson n'était pas juste une rupture. Elle était partie, parce qu'il flambait de l'argent dans des paris en ligne, et mentait à ce sujet. La perte de son emploi était en fait un licenciement pour faute. Et la situation de vivre dans le camion durait depuis plus longtemps que ce que mes parents avaient admis. Ils étaient au courant de ses problèmes depuis un moment, et saignaient de l'argent discrètement. Ils essayaient de maintenir sa vie à flot, sans le dire à personne. N'ont-ils demandé de l'aide à personne d'autre, ai-je demandé. Pépère a ri, mais pas du genre amusé. À qui demanderait-il? Tout le monde dans la famille sait que Sutton est un désastre. Tu es le seul qui a réellement les moyens d'aider. Et honnêtement, je pense que tu es le seul dont il croit qu'il le ferait vraiment. Ça m'a frappé. Il pensait que je le ferais. Pas parce qu'il me respectait ou m'estimait, mais parce qu'il m'avait conditionné à être celui qui répondait toujours présent, sans rien attendre en retour. J'étais le distributeur automatique. Insérez la culpabilité. Obtenez la docilité. J'ai passé les 2 jours suivants à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai pris le temps de réfléchir à ma décision. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas cherché à plaire aux autres. J'ai parlé à Jolene. J'ai parlé à Pépère. Et j'ai même parlé à Harland de tout ça. Pas de la partie financière, mais de la partie familiale. Harland, qui avait perdu son propre père, et savait à quoi ressemblaient les dynamiques familiales compliquées, a dit quelque chose qui m'est resté. La question n'est pas de savoir si tu as les moyens de les aider. La question est de savoir si le fait de les aider te coûtera quelque chose que l'argent ne peut pas racheter. Cet homme devrait écrire des messages pour les biscuits chinois. Des messages profonds, pas ces trucs bizarres qui disent juste « un sourire est une courbe qui remet tout droit ». Le vendredi, ma décision était prise. Je n'allais pas dire non exactement, mais je n'allais pas dire oui de la façon dont il s'y attendait non plus. J'allais faire quelque chose que je n'avais jamais fait de toute ma relation avec mes parents. J'allais imposer mes conditions. Mes règles. Et s'il n'aimait pas ça, il pourrait appeler Sutton et lui demander l'argent. Oh, attendez. Il ne le pouvait pas. Car Sutton était la raison pour laquelle ils étaient dans ce pétrin au départ. J'ai appelé Jolene au déjeuner, et je lui ai fait part de mon plan. Elle a écouté, a posé 2 questions de clarification, puis a dit « c'est le truc le plus Mark Callaway que j'ai jamais entendu de ma vie, et j'adore ça ». Je lui ai dit que je l'aimais aussi. Et puis je me suis assis à mon bureau. J'ai rédigé le script téléphonique le plus important que j'ai jamais écrit. Pas dans la colère. Pas dans l'amertume. Dans un calme total, calculé, ancré au plus profond de moi. J'allais rappeler mon père le samedi matin. Et pour la première fois de ma vie, la conversation allait se dérouler, exactement comme je le voulais. Samedi matin, 9h pile. Je me suis assis à la table de la cuisine, avec une tasse de café, et mon téléphone devant moi. Jolene était sur le canapé. Elle faisait semblant de lire un livre, mais elle m'observait absolument par-dessus. Hector dormait sous la table, joyeusement inconscient que son père était sur le point de livrer la performance de sa vie. J'ai composé le numéro de mon père, et il a décroché à la première sonnerie. Ce qui signifiait qu'il attendait. « Marc, y as-tu réfléchi ?» Pas de « bonjour ». Pas de « comment vas-tu ?» Juste la transaction. Cela rendait les choses plus faciles. « Oui, papa. Peux-tu mettre maman sur haut-parleur ? Je veux vous parler à tous les deux. » Il y a eu un bref remue-ménage, des murmures, puis la voix de ma mère. « Nous sommes tous les deux là, mon chéri.
Elle ne m'avait pas appelé mon chéri depuis longtemps. Je l'ai noté, comme on note un vendeur de voitures d'occasion complimentant votre chemise. De la flatterie avec un objectif derrière. D'accord, voici où j'en suis. J'ai gardé ma voix posée. Ni froide, ni chaleureuse. Neutre, comme un présentateur de journal télévisé, rapportant quelque chose qui ne l'affectait pas personnellement. Je vais vous aider, mais j'ai des conditions, et elles ne sont pas négociables. Des conditions. La voix de mon père avait ce ton piquant. Celui qui disait qu'il était déjà offensé par l'idée que son fils ose dicter des termes. Tant pis. Premièrement, j'ai besoin d'un compte-rendu complet de ce que Sutton doit, et de ce que vous devez à cause de lui. Pas d'estimations approximatives. Les vrais chiffres, les relevés bancaires, les documents de prêt. Je veux voir exactement à quoi nous avons affaire. Mon père a commencé à objecter, au sujet de la vie privée familiale, mais je l'ai coupé. Papa, tu me demandes 15 000 euros. C'est devenu mes affaires, quand vous en avez fait mes affaires. Ma mère est intervenue doucement. Nous pouvons rassembler ça. Deuxièmement, je ne vous donne pas 15 000 euros. Je vous les prête. La cousine de Jolene est assistante juridique. Elle est en train de rédiger un accord de remboursement. Sur 3 ans, à taux zéro. Vous le signerez tous les deux. Mon père avait l'air de croire que je venais de lui proposer un duel en duel. Un accord de remboursement? Entre membres de la famille? Oui. Entre la famille. De la même manière qu'un accord de cosignature aurait dû être géré, entre la famille. Mais nous y reviendrons. Troisièmement, et c'est la plus importante. Je veux une conversation en face à face. Pas sur l'argent. Sur tout le reste. Sur le fait que Sutton obtient 80 000 euros de cosignature sans sourciller, mais que pour avoir 2 000 euros pour mon électricité. Ça nécessitait un séminaire de développement de caractère. Nous allons avoir cette conversation. Et vous allez écouter. Pas vous défendre, pas vous expliquer. Écoutez. Le silence à l'autre bout du fil a été si long, que j'ai vérifié si l'appel était toujours connecté. Puis, j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, de toute ma vie. Mon père s'est raclé la gorge, et sa voix a légèrement craqué. Juste un peu. D'accord, Marc. 2 mots. Mais venant de Jean Callaway, un homme qui exprimait ses émotions comme un cactus exprime de l'humidité, ces 2 mots étaient pratiquement une symphonie. D'accord, ai-je dit. Je passerai dimanche prochain. Nous parlerons d'abord. Et si la conversation se déroule comme elle doit se dérouler, je ferai le transfert d'argent lundi. Ma mère est intervenue. Marc, nous t'aimons. Tu sais que nous t'aimons, n'est-ce pas? J'ai fait une pause. Je sais que tu le crois, maman. Je pense que nous devons parler de ce à quoi cela ressemble, dans la pratique. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Pas pour être dramatique, bien que Jolene ait dit que c'était extrêmement dramatique, et qu'elle en était très impressionnée. Mais parce que j'avais dit ce que j'avais à dire. Et tout ce qui aurait suivi, l'aurait dilué. Le dimanche suivant, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents à Crestwood. Jolene a proposé de venir, mais je lui ai dit que c'était quelque chose que je devais faire seul. Elle m'a embrassé, m'a tendu un thermos de café, et a dit, n'oublie pas, tu ne leur dois pas ta paix. Tu leur donnes une chance. Il y a une différence. Je vous l'ai dit, cette femme est tout mon cœur. Je me suis garé dans l'allée, et je suis resté assis dans ma voiture un moment, à regarder la maison. Le même bardage blanc, les mêmes volets noirs, le même panier de basket qui n'avait pas été utilisé depuis 15 ans. J'ai marché jusqu'à la porte et j'ai frappé. Ce qui faisait bizarre, car j'avais l'habitude d'entrer directement. Mais je n'étais plus cette personne. Ma mère a ouvert la porte. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 18 mois. Elle m'a serré dans ses bras et je l'ai laissé faire, mais je ne me suis pas abandonné à l'étreinte comme avant. Mon père était dans le salon. Il était assis en avant sur son fauteuil inclinable, comme s'il était prêt à se lever en cas de besoin. Il m'a regardé, et a hoché la tête. J'ai hoché la tête en retour. Nous nous sommes assis, et j'ai parlé pendant 45 minutes. Je leur ai tout raconté. L'électricité coupée, les 4 jours dans le studio de Jolene, les petits boulots, la solitude. Je leur ai dit ce que ça m'avait fait,
de voir le camion de Sutton sur les réseaux sociaux, 3 semaines avant de les appeler pour demander de l'aide. Je leur ai parlé des Noëls et Thanksgiving manqués. De mon mariage sans eux. Et de la façon dont chacune de ces absences était une blessure que je m'infligeais à moi-même, parce que l'alternative était pire. Ma mère a beaucoup pleuré. Mon père n'a pas pleuré. Mais il a fait quelque chose que je n'avais jamais vu. Il a enfoui son visage dans ses mains, et l'a gardé ainsi pendant un long moment. Quand il a levé les yeux, ils étaient rouges, et il a dit, « Je n'avais pas réalisé. » Je sais que ça ressemble à une excuse facile, mais je n'avais sincèrement pas réalisé. À quel point les choses étaient différentes pour toi et ton frère. Nous pensions que tu allais bien. Tu avais toujours l'air d'aller bien. Parce que je devais l'être, papa. Je n'avais pas l'option de ne pas aller bien. Il n'y avait personne pour me rattraper, si je tombais. Il a lentement hoché la tête. Tu as raison, et je suis désolé. Je sais que ça ne suffira peut-être pas. Mais je le dis, et je le pense. Ma mère s'est penchée pour attraper ma main. Nous t'avons laissé tomber, Marc. Je ne sais pas comment nous avons laissé les choses empirer à ce point. Mais nous l'avons fait. Et je suis tellement désolé. Le truc avec les excuses, c'est qu'elles ne réparent pas tout. Elles ne remontent pas le temps, ni n'effacent les dégâts. Mais des excuses sincères, présentées sans condition ni déviation, peuvent entrouvrir une porte, que vous pensiez scellée à jamais. Je ne leur ai pas pardonné ce jour-là. Le pardon n'est pas un interrupteur qu'on actionne. Mais je leur ai dit que reconstruire prendrait du temps et des efforts, et pas seulement de ma part. Ensuite, j'ai abordé la question de l'argent. J'avais l'accord de remboursement imprimé, net et professionnel, courtoisie de la cousine de Jolene. Mon père l'a regardé comme s'il s'agissait d'un document étranger, mais il l'a signé. Ma mère l'a signé. J'ai viré les 15 000 € le lendemain matin. Maintenant, voici la partie que vous attendiez. Environ 2 semaines après mon explication avec mes parents, Sutton m'a appelé. La première fois depuis probablement 3 ans. Il a commencé de manière légère, et, frérot. Ça fait un bail, comme si nous étions de vieux copains de fac qui reprenaient contact. Puis, il en est venu au fait. Il avait entendu dire que j'avais aidé maman et papa, et il se demandait si, peut-être, je pouvais l'aider lui aussi. Juste un peu. Peut-être 10 000 €, pour se remettre sur pied. J'ai laissé l'audace de cette demande se poser dans ma poitrine, comme un ballon de plomb. Puis, j'ai dit, aussi calmement et clairement que je n'ai jamais rien dit de ma vie, Sutton, je vais te donner le même conseil que papa m'a donné, quand j'avais besoin de 2 000 € pour garder l'électricité chez moi. Tu dois apprendre l'indépendance. Le silence à l'autre bout du fil était magnifique. Il a bafouillé quelque chose sur le fait que c'était différent. Que sa situation était plus compliquée. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Bonne chance, Sutton. Je le pense vraiment. Et j'ai raccroché. Et je ne mentirai pas, j'ai souri. Pas un grand sourire. Pas une danse de la victoire. Juste un petit sourire silencieux, qui portait avec lui environ 30 ans de poids, qui se soulevait de mes épaules. C'était il y a 8 mois. Mes parents font leur paiement sur l'accord de remboursement. De petites sommes, mais régulières, et ils n'en ont pas manqué un seul. Ma mère m'appelle une semaine sur 2 maintenant. Et les conversations sont parfois gênantes, mais elles sont vraies. Mon père m'a envoyé un texto pour mon anniversaire qui disait « Joyeux anniversaire, mon fils. Je suis fier de toi. » Des mots simples. Aucune hésitation. Juste de la fierté, claire et affirmée. Sutton essaie toujours de s'en sortir. Aux dernières nouvelles, via Pepper, il vit avec un pote, et travaille dans un entrepôt. Pas très différent de l'endroit où j'ai commencé, en fait. Peut-être qu'il construira quelque chose à partir de ça. Peut-être que non. C'est son parcours. Et pour la première fois de ma vie, je ne porte sincèrement pas le poids de ses choix. Quant à moi, Harland m'a encore promu le mois dernier. Directeur principal. Jolene et moi avons versé un acompte sur une maison. Un petit 3 pièces, avec un jardin assez grand pour qu'Hector puisse le détruire. Et une cuisine assez grande, pour que Jolene puisse faire ses pâtes sans donner des coups de coude dans le réfrigérateur. Nous signons le mois prochain. Mais je n'ai pas fait ça seul. J'ai fait des choix différents. Et la vie que j'ai aujourd'hui, la femme,
le travail, le chien, la maison, la paix. Rien de tout cela n'est venu de mes parents. C'est venu de moi. De Jolène, de Harland, de Pépère. De toutes les personnes qui m'ont vu clairement, quand les gens qui auraient dû me voir en premier, regardaient ailleurs. Mon père m'a dit d'apprendre l'indépendance. Alors, je l'ai fait. Je l'ai si bien apprise, que lorsqu'il a finalement eu besoin de moi, j'étais assez indépendant pour dicter mes propres conditions. Et c'est peut-être la leçon la plus chère, qu'il n'ait jamais enseignée.